Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Amélie, belle âme accoucheuse. Amélie est doula, thérapeute périnatale et professeure de yoga. Elle accompagne des familles avant, pendant et après la naissance de leur enfant. Après une solide expérience en Australie, elle offre désormais son accompagnement en France, en français et en anglais. Dans ce podcast, Amélie nous parle de choix, de reliance et d'ouverture d'esprit. Elle nous dévoile à cœur ouvert son parcours de maternité solo, désir d'enfant, maladie, séparation amoureuse, parentalité. Elle nous partage aussi les cadeaux de sa vocation de doula et sa sensibilisation à la différence et la diversité. Merci encore Amélie pour cet épisode très touchant et intime. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors, bonjour. Alors, je viens de rigoler parce que, donc pour te présenter, je t'appelle Amélie, mais dans la réalité de la vie, nous sommes des amis extrêmement proches et je t'appelle Maloute. Alors, je vais dire bonjour Maloute parce que sinon, ça me semble tellement bizarre et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Vibrons. Je suis Merci. hyper contente, je suis toute pétillante. Je me suis réveillée ce matin et j'avais ça à l'esprit et ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Je suis très très heureuse de faire ça avec toi pour beaucoup de raisons. Déjà parce que évidemment j'ai envie que tu sois mise en lumière de par ton parcours de vie personnel et aussi ton parcours de vie professionnel que, comme tu le sais, j'admire autant et l'un et l'autre. Parce que si, comme je le disais, tu es une amie proche et que notre éthique, nos valeurs et nos vies se suivent et continuent de s'entremêler et que ça, c'est extrêmement précieux et que ce qu'on propose chacune aujourd'hui, je pense, est vraiment soutien l'une et l'autre. Et donc, c'est aussi ça que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Et puis surtout, je sais qu'ensemble, on va aborder des thèmes uniques ensemble aujourd'hui dans cet échange. Donc voilà, je me réjouis. Et d'abord, je voudrais savoir comment tu te sens là. Je me sens impec, je suis bien installée, j'ai ma tasse de thé, confort dans mon petit fauteuil, donc totalement prête à discuter avec vous. Super. Alors, on va commencer par la première question alors avant que je te la pose, important aussi, comme tu sais, on va parler de prendre soin de nous, prendre soin de soi, on va parler de vibration, on va parler de vibrer sa vie. Et je sais que ça, c'est un chemin que toi, tu as entrepris depuis un certain nombre d'années et que surtout, tu as fait je sais pas, un remodelage de A à Z de ta vie, littéralement, je crois, jusqu'à très, très récemment, et que c'est encore en cours de remodelage. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on discute aujourd'hui et que je pense les personnes qui auront à t'écouter entendent que tout ça, c'est possible, de remodeler à ce point aussi sa vie de A à Z et que tu portes cette voie-là. Donc, en introduction, je voudrais te demander comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien ? Ouais, c'est une super question, auquel j'ai réfléchi du coup, évidemment, que c'est un des thèmes principaux de ton podcast. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, et on l'abordera de plus en plus au fur et à mesure de notre discussion, mais du coup, je suis maman récemment, donc c'est une grosse transition de vie. Et du coup, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que je faisais après, qu'est-ce que je fais encore. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de mamans vont pouvoir identifier,
on se sent, on sent qu'on a définitivement moins de temps pour soi. Donc comment est-ce qu'on peut trouver des toutes petites choses qui sont importantes pour nous et qui nous permettent de continuer à justement prendre soin de nous? Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre en Australie, pendant, à peu près 6 années. Heu j'ai, quitté la région parisienne, quitté un boulot, où voilà, comme tous, hein, un peu la rat life, hein, comme on dit, la vie où on court un peu après le temps, comme un hamster dans sa roue. J'ai tout quitté, je suis partie en Australie et j'ai travaillé là-bas. J'avais encore au départ un boulot un peu corporate, j'ai travaillé dans le sport pendant longtemps. J'avais encore ce boulot-là, mais en fait, je suis venue à découvrir, la méditation, puis le yoga, et toutes ces découvertes, en fait, m'ont emmenée sur un chemin de vie qui notamment m'a appris à prendre soin de moi, mais aussi m'a forcée et m'a donné envie de prendre le temps de prendre soin de soi. Parce Mmh. que je pense que, parfois on a l'impression de ne pas avoir le temps, mais que c'est toujours une question de choix, en fait, et de priorité qu'on donne. Donc quand j'y repensais, là, je me disais, la vie que j'avais il y a 2 ans, où je vivais en Australie, le matin, j'allais promener ma chienne, sur la plage, sur des plages absolument extraordinaires, où je marchais autour d'un lac, où la végétation est juste exceptionnelle. Ça paraît facile de prendre soin de soi dans ce genre d'environnement. Et qu'à l'inverse, d'avoir beaucoup de temps, puis d'avoir fait des choix professionnels qui me donnaient aussi du temps pour moi, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper de ma santé, manger hyper sainement, essayer d'avoir une vie plus simple, plus minimaliste, qui du coup me permettait d'avoir plus d'espace dans ma tête, en fait, pour moi. J'avais du temps pour lire, voilà, pour voir des amis, pour toutes ces choses-là, c'était plus facile et c'était ces choses qui étaient là, pour justement prendre soin de moi. Et donc notamment, je pensais à quelque chose, donc j'ai étudié l'Ayurveda et donc, il y a ces routines d'Ayurveda, ces routines du matin qui s'appellent Dinacharya. Et c'est vraiment cette idée, alors certains d'entre vous peut-être connaissent, mais on peut racler sa langue Mmh. avec un outil en fait en métal. Donc, on rate sa langue pour enlever le dépôt, donc les toxines, et puis vraiment nettoyer son corps. Et ensuite, il y a tout un autre processus qui est se rincer la bouche avec de l'huile, se masser le corps, se brosser le corps avec une brosse sèche. Voilà, donc tout ce genre de processus, j'avais le temps de le faire le matin et c'était hyper agréable et c'était définitivement ma façon de prendre soin de ma santé. Et puis là, je me retrouve 2 ans après avec un petit garçon, qui a du coup aujourd'hui 6 mois, dont je dois m'occuper et du coup, il y a très peu de temps en fait pour ce genre de choses, d'aller marcher toute seule sur la plage, tout ça. Se On a gratter la langue, là, voilà, alors je continue voilà, c'est la seule chose que je fais dans mon dinacharya, c'est je continue à faire la langue. Le reste, ça a tout a sauté. Mais c'est vraiment de me dire comment moi aujourd'hui, alors que ma vie a changé parce qu'on a le bouleversement de devenir maman, comment je peux continuer à avoir des moments pour moi qui me font du bien. mmh. Alors en plus, mon choix a été de faire un maternage proximal, donc un maternage où je m'occupe beaucoup de mon bébé. Donc il ne dort pas seul dans son lit la nuit. Je fais du cododo avec lui, je l'allaite. Là, c'était allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Donc il y a aussi tout simplement le fait que physiquement, on a peu de place pour soi parce qu'on a beaucoup cet enfant avec nous. Et par exemple, un exemple auquel j'ai pensé qui est assez fort pour moi, c'est que le soir, je l'endors encore dans mes bras et après, il y a un moment où je peux le poser quand il est endormi. Donc déjà, j'ai 2 heures où je peux aller dîner, avoir un petit moment de break, avoir un petit moment pour moi, lire un livre. Donc ça, c'est hyper important. Mais j'ai aussi ce moment où je l'endors dans mes bras qui, je pense que beaucoup de parents vont s'y reconnaître, et parfois un moment qui franchement te saoule. C'est que tu en as marre en fait parce que tu as du mal à endormir ton enfant et il va être un peu grincheux ou il va être malade, et vraiment en fait tu as qu'une chose, tu as envie d'une chose, c'est qu'il s'endort et que ce soit fini. Donc en vrai, d'essayer d'arriver dans mon intériorité, de déjà me rappeler pourquoi je suis là, pourquoi je suis maman, pourquoi je fais ça pour lui. Moi, ça me fait du bien et ça m'aide à traverser ce moment qui est, par exemple, que je trouve un peu challengeant. Et je vais aussi chanter. J'adore chanter. Le chant, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. Je suis quelqu'un, j'adore, alors pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai beaucoup été à des soirées, pratiquer le kirtan en communauté. Donc c'est un chant, c'est des chants, on va dire,
spirituelle, traditionnelle, qui découle voilà, de l'influence de l'Inde. Mais c'est vraiment la répétition de mantras et de chants dont on ne comprend pas forcément les paroles, mais en tout cas pour moi, ils me font beaucoup d'effet et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, qui m'a toujours beaucoup émue, avec qui j'ai une relation à cette pratique qui est très forte. Et donc, par exemple, j'ai pris l'habitude d'endormir mon fils tous les soirs, le tenir dans mes bras, de fermer mes yeux. Et alors, en plus, je l'endors en rebondissant sur une balle de pilates, les balles de gym, parce que ça l'aide à s'endormir très rapidement. Et en fait, je chante en même temps. Et je ferme mes yeux et je fais ce moment-là, le temps que j'avais avant pour faire de la méditation le matin, pour faire mon yoga. Voilà, je suis quelqu'un, je faisais du yoga tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pendant ma grossesse, tous les jours, j'ai fait mon yoga. Et là, j'ai plus le temps de le faire. Donc, déjà de m'asseoir, d'être dans ma spiritualité et de me connecter à ces chants qui me touchent profondément, tout en les partageant avec mon fils. Mais alors ça, c'est un immense moment, c'est ma petite bulle d'oxygène, c'est mon petit moment où même si j'ai eu une journée fatigante et j'étais fatiguée, d'avoir ce petit moment le soir, c'est hyper précieux. Et pareil, par exemple, le yoga que je ne peux plus intégrer comme une vraie pratique que j'ai envie de faire le matin, et ben, c'est pas grave, quand je suis dans la cuisine avec lui et que soit il est en portage ou soit il est dans son petit transat ou sur son tapis en train de jouer, et ben moi je vais juste faire quelques étirements, je vais faire les mouvements qui me font du bien, je vais ouvrir mon plexus, ma poitrine, et ça me permet déjà d'avoir l'impression de faire mon yoga, et c'est ma pratique de yoga qui dure 1 minute 30, 3 fois par jour, mais c'est la façon dont j'intègre ces pratiques qui, je le sais, me font tellement de bien en fait. Ok. Et c'est hyper inspirant ce que tu dis parce que tu vois, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas cherché à lutter, évidemment, contre ce nouveau paramètre qui est j'ai moins de temps parce que j'ai mon petit loulou. C'est comment je fais du coup pour me reconnecter à moi, continuer à donner l'info au corps. Regarde, étirement de yoga, tu te souviens, tac, et ça réactive aussi tout ça en intégrant en fait ton fils et ça c'est une jolie métaphore de vie il y a un nouveau paramètre essentiel dans ma vie que je veux intégrer pleinement et dans toute sa beauté, et du coup je remodèle, je reparamètre ça le plus possible ensemble en fait. Exactement. Absolument. Et que, en plus, alors moi, vu que je suis doula, j'ai l'habitude de travailler en postpartum avec les mamans. Je sais à quel point c'est difficile, à quel point on est prise mentalement, à quel point on a peu de temps. Et du coup, comment est-ce on peut mettre en place des choses très, très, très simples qui nous ramènent vers ce sentiment de bien-être. Et par exemple, je ne peux plus marcher en nature comme je faisais avant, mais ça ne m'empêche pas de partir avec lui en écharpe ou lui dans la poussette, d'avoir ce contact avec la nature qui n'est plus le même qu'avant. Mais comme tu dis, c'est comme si ça ramène à cette mémoire du corps et du bien-être qui nous renvoie vers ces moments où on sait sont importants pour nous. Et puis, tu partageais autre chose qui peut certainement aider d'autres mamans. Tu disais tout à l'heure, en fait, alors tu n'as pas dit comme ça, mais moi j'ai entendu, je ramène du sens. Quand il y a un moment où je me dis, ouah, là, fatigue, c'est lourd, j'aimerais, mais c'est pas possible, etc. C'est ramener le sens et la conscience de, attends, tu as ton bébé qui est là, tu sais très bien pourquoi tu as voulu cet enfant, et ok, ramener du sens en fait global dans l'instant qui est douloureux en fait, ou peut-être un peu difficile. Absolument, absolument. Et puis c'est vrai les enfants sont très demandeurs, ont beaucoup besoin de nous, donc on est obligé d'être vraiment dans le don de soi. Il n'y a pas d'autre façon d'être parent, peu importe ce qu'on choisit comme type de parentalité, on n'a pas le choix. Et du coup, si on passe notre temps à se dire c'est extrêmement pénible, en fait, on le vit comme une très mauvaise expérience. Et que parfois, juste de se rappeler tout bêtement, en fait, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont ces besoins-là, pourquoi c'est des êtres si fragiles, comment... moi, par exemple, hier soir, j'avais vraiment envie de le poser, j'étais fatiguée, j'avais mal au dos, j'en avais marre. Et parfois, c'est important de s'écouter. Mais je me suis rappelée à quel point, depuis la nuit des temps, on porte nos bébés. Et une femme, il y a 3000 ans, jamais ça lui serait venu à l'esprit de poser son enfant sur le tapis dans une grotte ou dans une case et de quitter la pièce et de se dire « Ah, tout va bien, le bébé va être totalement en sécurité ». Et donc, forcément qu'un bébé, ça va pleurer quand il est laissé tout seul dans un lit parce que pour lui, il se dit
enfin, il est en danger et jamais moi-même, mon instinct de mère ne m'aurait fait faire ça il y a 3000 ans. Mmh. Donc, en fait, juste de se rappeler ça, ça m'a permis de me dire, en 2 secondes, de me dire waouh, mais ouais, c'est hyper puissant, c'est normal que ce soit plus facile pour lui de s'endormir dans mes bras. Mmh. Et ça aide parfois de juste avoir ce moment de conscience, absolument, d'amener du sens. Du sens, de la conscience et même ton instinct là, parce que c'est un peu ce que tu partages, c'est un peu je me connecte à ce qui rassemble dans mes tripes mon essence de femme et cette mère en moi et qui depuis la nuit, parce qu'on peut vraiment se connecter à toutes les femmes et toutes les mères depuis la nuit des temps et c'est joli d'avoir ça qui remonte pour justement venir apaiser l'instant. Exactement. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te fait te sentir vibrante et vivante dans ta vie? Alors écoute, bah, définitivement, de devenir maman et d'avoir, voilà, un moment de rire avec mon fils sur le tapis de jeu et d'avoir un moment, d'échange, évidemment, c'est ce qui me fait, vibrer en premier, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Mais globalement, je pense que on est des êtres sociaux. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin des autres et autant, avoir du temps pour soi et d'avoir des moments de solitude sont très importants, mais j'ai vraiment aussi ce besoin de connecter aux autres et en tout cas à des personnes, qui partagent mes valeurs, qui partagent ma Mmh. façon de voir le monde et ces moments d'échange avec des amis ou avec, ma mère ou ma sœur, heu, pour moi, c'est souvent des moments où je me sens dans le flow, en fait. Dans Mmh. cette espèce de moment de partage où tu vois plus le temps, tu vois plus, de limite, en fait, de temps ou d'espace et tu es vraiment dans le moment présent. Donc ça, c'est aussi un autre moment où je pense que je le ressens très fort et puis ensuite, bah, du coup, pour revenir au chant et au kirtan en particulier que j'ai découvert à travers ma découverte, du yoga, puis de l'ayurveda, puis voilà, d'explorer les pratiques, qui existaient. Le kirtan, c'est un moment où j'ai l'impression de voyager, Mmh. dans un autre univers, dans un autre espace-temps. C'est un moment absolument, magique pour moi et à chaque fois enfin, je me rappelle la toute première fois où j'ai expérimenté le kirtan, c'était, un centre, à Sydney, où justement il est spécialisé dans le kirtan. Il y a des soirées de kirtan et autant il y a des soirées, très vivantes où on fait la fête, où les gens sont là, et c'est un peu une fête où tout le monde est là, tout le monde chante. Mais ils ont aussi certaines soirées qui sont beaucoup plus sacrées, où en fait on est dans une pièce, vraiment de méditation et il y a en fait un orchestre en face de nous avec des musiciens hyper talentueux qui jouent. Et il y avait notamment ce chanteur qui a une voix exceptionnelle et qui était parfois accompagné d'une femme qui l'accompagnait aussi, tous les deux avec des voix mais absolument venues d'un autre monde. Et d'être assise dans ce lieu, dans cette pénombre avec les instruments et le chant, Mmh. ça m'a fait pleurer, mais comme Mmh. j'ai rarement pleuré dans ma vie et ça m'a fait voyager, mais complètement ailleurs, en fait. Et même de t'en parler, là, j'arrive à retrouver cette sensation dans le corps, de l'avoir vécu et c'est quelque chose auquel je peux à chaque fois même revenir, même quand j'y suis plus et même quand j'ai plus l'occasion d'aller faire du kirtan, dans ce lieu-là, avec ces gens-là, c'est encore quelque chose qui est là. Donc c'est on peut parfois avoir des expériences qui sont, hyper, hyper forte et moi, en tout cas, le kirtan, ça m'offre cette ouverture-là, cette porte bah, au flow, en fait, au Mmh. moment où tu es dans un espace, où tu es juste présent, quoi. Tu es juste Ouais. présent. Et puis je pense que aussi quand d'un point de vue plus professionnel, donc je suis doula, j'accompagne, des couples et je suis aussi professeure de yoga. Et en tant que professeure de yoga, souvent quand je dois aller donner un cours de yoga, il y a des moments où je traîne un peu des pieds. J'ai pas trop envie d'y aller, je sais pas pourquoi, j'ai la flemme c'est aussi peut-être le fait de se retrouver face à d'autres, face à une classe, face à des élèves, voilà. Et à chaque fois que je vais donner mon cours de yoga, je donne mon cours de yoga et pendant le cours de yoga, je sens bien qu'en fait, je suis complètement dans le flow, je suis complètement bien et c'est encore ce moment où on est extrêmement présent, on est là pour ses élèves, on est dans le partage et c'est un moment, encore une fois, un peu hors espace-temps. Donc d'ailleurs, il faut toujours que je fasse bien attention à ma montre. Mais par exemple, quand je fais mon métier de doula, pour le coup, du début à la fin, je suis que dans le flow. Il n'y Mmh. a aucun moment où j'ai une pesanteur ou une flemme ou voilà. Et j'ai une passion pour parler de la naissance et pour partager ça avec les couples. Et c'est absolument un moment pour moi
Et c'est pour ça que cette profession, elle me fait du bien, même si ce n'est pas une profession que je fais pour vivre et gagner plein d'argent, certainement pas. Mais c'est une profession que je fais parce que c'était mon chemin d'âme. C'est ça que je devais faire. C'est ce que je devais partager, c'est ce que je devais vivre. Et je sens que je suis tellement à ma place quand je suis auprès des couples en train de partager la spiritualité, le côté sacré qui est d'accueillir un enfant, en fait. Et je me sens privilégiée de pouvoir vivre ça avec les couples et aussi souvent d'être présente à l'accouchement, en fait, d'être là dans ce moment. Alors ça, évidemment, c'est un moment magique où on est beaucoup dans le flow, mais même voilà, tout ce partage que je fais professionnellement dans mon métier de doula, je pense que c'est vraiment un moment assez magique pour moi, toujours. C'est beau parce que tu as mentionné tellement de choses intéressantes. Tu es à ta place, ça n'a pas de prix. Mm. Et tu parlais beaucoup, moi j'entendais le mot reliance, d'être, tu vois, dans la reliance aux autres, ça te fait vibrer. Tu citais ta famille ou tes amis. La reliance aussi, j'entendais à travers le kirtan, tu te relis à bien plus grand que toi, tu te relis à toi, et que cette reliance, elle est importante. Tu as parlé de sacré aussi, je sens que sacré, ça te fait vibrer, dans le travers de justement cet accompagnement à la naissance qui est absolument magique. Donc, merci pour tout ça. On sent que c'est fort et que ça t'habite vraiment aussi dans l'énergie que tu dégages quand tu partages en fait ça. Ouais. Dans la lignée, parce que je pense que tu as déjà évoqué des choses peut-être qui parlent de ça, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager de ce que tu as pu faire de plus marquant dans ta vie pour prendre soin de toi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs gros événements que je peux identifier, que j'ai pu vivre. Le premier, c'était définitivement, hein, de quitter cette vie où je manquais de conscience, et de prendre ce petit chemin, que je suis certaine que beaucoup de personnes qui écouteront, le podcast et qui regarderont ta vidéo sont sur ce chemin-là et c'est pour ça qu'ils ont croisé le chemin de ce podcast, ton chemin et le chemin des vidéos. Mais c'est vraiment quand on démarre ce petit chemin de transformation de soi, en fait, ou pas de transformation de soi, j'aime pas le mot, non, plutôt de retrouver qui on est, de retrouver le centre de qui on est, plus que transformation, parce qu'on a tendance à utiliser ce mot-là, mais c'est pas le bon. C'est de devenir plus clair, en fait, de mieux se connaître, de faire un chemin d'intériorité. Et en fait, ce chemin d'intériorité, pour moi, c'est la plus grosse transformation que tu peux faire. Parce que ça change toute ta vie. Ça change ta vision aux autres, ta vision avec toi-même, dans tes relations amoureuses, dans ton sens de qui tu es en tant qu'individu dans le monde, de tes valeurs, de comment tu veux te positionner, de comment tu veux t'engager sur des choses qui te sont chères. Ça m'a permis de me questionner sur voilà, les questions de race, les questions de genre, le fait que je sois une femme privilégiée blanche, qu'on accepte ce privilège dans lequel on vit. Enfin, tout ça, c'est un chemin qui m'a ouvert des fenêtres auxquelles je n'avais pas du tout accès quand j'avais 20 ou 25 ans. Pour moi, l'âge des 30 ans, c'est un moment clé dans la vie que j'ai retrouvé dans la vie de beaucoup de personnes autour de moi, un moment où il peut y avoir vraiment ces grosses transformations. Ça, ce serait la première chose. Et je dirais que la deuxième chose, c'est du coup beaucoup plus récent. Et c'est le fait que je sois devenue maman, parce que j'ai décidé de devenir maman dans un contexte un peu particulier. Donc en fait, je vivais avec un conjoint à Sydney et on était ensemble depuis plusieurs années. Et on avait, dans un cadre assez conventionnel, décidé qu'on allait avoir un enfant ensemble. Moi, j'avais très fort cette envie d'enfant, lui beaucoup moins au départ. Et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de notre relation. Et effectivement, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, il a commencé à se sentir prêt. Et du coup, on a pris la décision d'avoir un enfant, enfin d'essayer en tout cas de concevoir. Et un mois après avoir pris cette décision-là, il a eu un cancer. On lui a découvert un cancer. Et ça c'est quelqu'un de jeune, en très bonne santé, en plus qui prend beaucoup soin de sa santé, qui fait très attention à sa nutrition, à faire de l'exercice, quelqu'un qui travaille dans le sport. Donc ça a été un choc absolument terrible, évidemment, pour nous deux. Ça a été un choc aussi pour moi par rapport à notre fertilité.
Parce que non seulement ton conjoint a un cancer, ce qui est absolument terrible, mais qu'il y a une part aussi égoïste de moi qui m'a fait très peur parce que ce cancer voulait aussi dire qu'il perdait complètement sa fertilité. Donc en fait, avant de démarrer le traitement de chimio, on lui a proposé de faire un don de sperme auprès voilà, d'une banque en vue de justement notre envie de concevoir après son cancer, parce que les médecins n'avaient aucune idée si sa fertilité reviendrait. Donc, ça a été hyper difficile pour moi de faire le deuil de cette, en plus en tant que doula, on a une espèce de vision naturelle de la grossesse, de la conception, on a envie de ça, même si bien sûr tous les chemins sont respectables et sont beaux, mais en tout cas, j'avais toujours pensé que j'aurais aucun problème pour concevoir. Et notamment parce que plus jeune, j'étais tombée enceinte 2 fois. Et j'avais traversé 2 fois le choix de décider de faire des avortements, de ne pas continuer ces grossesses quand j'étais très jeune, une fois à 18 ans et puis une fois plus tard vers 25 ans, mais avec quelqu'un voilà, avec qui j'avais pas du tout une relation fixe et solide. Donc j'avais déjà traversé ça. Enfin, j'avais l'impression d'être voilà, dans un partenariat avec quelqu'un qui m'offrait l'option de devenir parent. Et on m'annonçait qu'on allait devoir utiliser des traitements de fertilité qui, en plus, sont extrêmement invasifs et sont très difficiles pour les femmes à vivre. Et pour avoir accompagné des femmes qui font des chemins de fertilité, je ne savais que trop bien ce que ça allait vouloir dire. Donc, il y avait eu un énorme deuil à faire de ça, une grosse difficulté. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré à la fois pour son cancer et pour l'injustice qu'on m'impose en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression d'être une conception artificielle. Et j'ai fait la paix finalement, évidemment, avec cette nouvelle particularité et d'accepter que ça ferait peut-être tout simplement partie de notre façon de devenir parent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la qualité du sperme qui avait été recueilli avant qu'il démarre sa chimio, elle était vraiment de très mauvaise qualité parce que son cancer était déjà là depuis longtemps. Enfin, depuis assez longtemps que ça ait déjà abîmé voilà, sa fertilité. Et du coup, ils nous ont déjà dit que peut-être on serait obligé de faire appel à un donneur parce que peut-être il n'aurait pas la possibilité de concevoir un enfant lui-même et que du coup, si on voulait concevoir, ce serait peut-être avec le choix d'un donneur. Donc, c'est déjà quelque chose que j'avais entendu, dont on nous avait parlé, et j'avais vraiment pris conscience de l'énormité de ce que c'était de faire appel à un donneur, de faire appel à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui sera 50% de la partie génétique de notre enfant. Donc, c'est quelque chose qui m'avait déjà, voilà, qui avait déjà bougé là dans mon esprit. Donc, je vais faire avance rapide. On avance, voilà, 6 mois après la fin de son cancer. Et mon conjoint, il a eu, comme ça arrive parfois avec des grandes maladies, une révélation qu'en fait, tout ce qu'il faisait dans sa vie n'était pas aligné et qu'il devait tout recommencer et recommencer l'exploration de qui il était, repartir à zéro et se redécouvrir. Et ça, il ne l'envisageait pas de pouvoir le faire aux côtés de quelqu'un. Il ne pouvait pas partager ce chemin avec moi et il ne pouvait pas non plus prendre l'engagement de devenir père alors que lui-même ne savait plus qui il était. Donc évidemment, moi j'avais 36 ans, enfin bientôt 36 ans. C'était très difficile pour moi d'accueillir cette nouvelle. Mais j'entendais en fait, j'ai entendu ce qu'il m'a dit et j'ai totalement compris. Et on a pu avoir une discussion et on a eu une séparation dans la bienveillance parce que on comprenait chacun qu'en fait on était à un moment de vie qui était très important pour chacun de nous. Lui, il ne voulait pas que je sacrifie mon envie d'être maman et moi je ne voulais pas qu'il devienne père sans être les 2 pieds dedans quoi. Et du coup on s'est séparés. Alors on s'est séparés, en tout cas comme on l'entend dans une relation amoureuse, on a décidé de plus être amoureux, de plus partager ça. Aujourd'hui, on est amis, peut-être. En tout cas, on a encore une relation et on partage voilà, une relation et on s'appelle et on a une bonne relation humaine, d'humain à humain. Mais moi, par la suite, j'ai fait mon propre cheminement. Et le plus gros cheminement pour moi, ça a été de me dire ce désir de mère, il est hyper, hyper important. Et c'est quelque chose que je porte depuis des années. J'ai toujours su que je voulais être maman, mais vraiment, c'était quelque chose où ça commençait vraiment à me peser, en fait, cette envie de ne pouvoir assouvir ce désir. Et on réfléchit beaucoup, en plus, on se dit, mais pourquoi on a envie de devenir parent? D'où il vient le désir de mère? Pourquoi c'est aussi important d'avoir un enfant? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'une mini-copie de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'une continuité de mes gènes? Est-ce que c'est parce que... Et pour moi, c'était
vraiment, la question, c'était que j'avais envie d'avoir l'honneur, j'ai de l'émotion en t'en parlant, j'avais envie d'avoir l'honneur d'accueillir un petit être vivant sur Terre et de lui donner les clés que moi j'ai découvert dans ces 10 dernières années ou ces 8 dernières années. J'avais envie de lui donner ces clés pour que lui, il puisse continuer à avancer et faire son propre chemin de vie et être complètement qui il est, qui il a envie d'être et de pouvoir offrir tout ça en fait à un enfant. Donc c'est magnifique parce que ça m'a offert ce temps pour questionner cette envie de parentalité et de le faire dans la conscience. Et ensuite de me dire, j'ai 2 choix. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant, ça c'était clair. Soit j'essayais de rencontrer quelqu'un le plus vite possible, dans une façon un peu précipitée, et avec toujours dans l'arrière-pensée de ma tête de me dire, est-ce que cette personne-là, ça peut être un potentiel coparent. Je savais que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Je savais que j'allais m'inscrire sur Mythique et essayer de repérer les mecs qui auraient le petit tag bon père, quoi. Et j'avais pas envie de faire ça. C'était tellement injuste à la fois pour moi-même, pour les hommes que j'allais rencontrer, mais aussi pour l'enfant. Enfin, je veux dire, ça fait aucun sens. Et puis, vraiment, une envie de parentalité, c'est quelque chose qui se construit à deux. Et je pense, en tout cas dans mon expérience, qui prend du temps, qui se mature. Et donc, je n'envisageais pas les choses comme ça. Donc, l'autre solution pour moi, c'était de me dire, un conjoint ou un partenaire de vie ou quelqu'un qui croisera ma vie, il y en aura un et il y en aura peut-être plusieurs. Et j'aurai toujours le temps, en fait, de rencontrer ces personnes qui croiseront ma vie. Alors qu'à l'inverse, malheureusement, en tant que femme, on a quand même un délai de temps par rapport à notre fertilité. Et heureusement, c'est formidable, la science fait que des femmes peuvent avoir des enfants dans le début de leur quarantaine. Mais moi, vraiment, c'était maintenant que j'avais ce désir et je sentais que je ne pouvais pas attendre. J'avais trop peur d'attendre, d'être dans ma quarantaine et de peut-être louper l'opportunité d'être mère. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, le possible partenaire, je le rencontrerai un jour, il sera là, il sera sur mon chemin, j'ai aucun doute, j'ai quand même en confiance avec ça. Et puis peut-être qu'il y en aura plusieurs ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Et en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui était vraiment important, c'était d'accueillir un enfant. Et du coup, j'ai fait le choix de devenir ce qu'on appelle maman solo par choix. Alors, on dit par choix, mais moi, ça me fait un peu rire parce que souvent, je dis, bah, c'est quand même un peu par défaut parce que, évidemment, qu'on aurait bien aimé être maman dans un cadre où on aurait eu le soutien d'un ou d'une partenaire. Ça, c'est évident. Mais que ça ne s'est pas présenté pour moi. Et du coup, d'accueillir mon petit garçon toute seule, c'est la plus grosse chose, enfin, une des plus gros choix que j'ai fait dans ma vie. Et une fois que j'ai pris la décision, en plus, il y a eu plein de messages du destin. Il y a eu plein de choses qui ont croisé mon chemin, qui m'ont confirmé mon choix. Je suis tombée par hasard sur des livres qui parlaient de ça, des femmes qui racontaient leur aventure. Et en plus, on était en pleine pandémie, on était tous enfermés. Moi, j'étais encore à Sydney, mais c'était pareil là-bas. On était tous enfermés. Donc, du coup, j'avais perdu mon job qui paye le loyer. Enfin, j'avais que ça, j'avais que du temps, en fait. Donc, j'ai eu tellement de temps pour mûrir ce projet. J'ai l'impression que j'y ai réfléchi pendant 3 ans, alors qu'en réalité, ça a été une question de 6 mois et d'un gros confinement, où j'ai pris ma décision que j'allais démarrer le processus et du coup prendre rendez-vous à une clinique sur Sydney et faire appel à un donneur. Alors, en Australie, la loi est très bien faite. Donc, en France, on a tous entendu parler de la PMA pour toutes. C'est quelque chose qui est très récent et on le sait, les chemins sont encore très compliqués pour les femmes seules ou pour les femmes qui sont 2 femmes en couple. Les chemins sont encore très compliqués. En Australie, ça fait près de 20 ans que la possibilité existe pour les familles homoparentales d'accueillir un enfant, mais aussi pour les femmes seules. Donc, le processus est beaucoup plus rapide, ils ont l'habitude, c'est très commun, les médecins sont très à l'aise avec le sujet, les gens dans la rue, globalement, voilà, il n'y a pas trop d'a priori. Et du coup, je me suis sentie complètement autorisée, en fait, aussi à le faire et soutenue par le processus médical et par la société autour de moi. Et voilà, j'ai choisi un donneur anonyme, mais parce que la loi en Australie ne propose que ça, donc c'est un donneur dont on ne connaît pas l'identité, mais mon enfant, donc mon fils, aura l'opportunité à 18 ans de rencontrer cet homme qui a aidé sa maman à le concevoir, et s'il le souhaite, il pourra rentrer en contact avec lui, soit en décidant de lui écrire, ou tout simplement d'aller le googler et essayer de voir sa photo, voir à quoi il ressemble.
Ce qui est incroyable, c'est que j'ai été suivie par une psychologue qui spécialise là-dedans, qui travaille avec la clinique. On a eu 3 rendez-vous obligatoires qui me permettaient moi aussi d'assurer de mon choix. Eux, ça leur permet de vérifier aussi qu'on est capable de faire ce choix-là, qu'on est bien informé. Et ça m'a permis aussi d'entendre ces histoires, ces partages. J'avais beaucoup de questions par rapport à comment les enfants grandissent avec cette identité, avec cette part de leur identité qui est inconnue. Je veux dire, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de inné ou d'acquis, en fait. On est 50-50. Donc, on sait qu'on est un mélange de tout ça. Donc, bien sûr que la façon dont on est élevé, notre environnement, les gens autour de nous, ça va nous construire. Mais il y a aussi quelque chose qui vient d'une part de génétique, et on le sait aussi d'une part de généalogie et d'histoire en fait familiale. On sait que le trauma aujourd'hui se transmet de génération en génération. Ça a même été prouvé par la science. Donc, tout ça, évidemment que c'est lourd et que c'est des décisions très difficiles et c'est des choses dont on ne peut pas être certain. Et bien sûr que je ne suis pas certaine qu'un jour, mon fils ne me reprochera pas d'avoir pris cette décision. Et en même temps, si je n'avais pas pris cette décision, il ne serait pas là avec moi aujourd'hui pour me le reprocher. Donc je ne manquerai pas de lui dire. Et puis, ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, de prendre cette décision-là, c'est non seulement ça a été un cadeau parce que j'ai accueilli mon fils et c'est un petit bonhomme absolument incroyable et extrêmement lumineux, mais en plus, ça m'a ouvert une porte, mais sur la diversité, en fait. Une ouverture d'esprit de ce que c'est que de ne pas rentrer dans les cases, ce que c'est d'être différent. Et ça m'a donné envie de créer un projet que j'ai appelé Nuances de famille, et qui était vraiment pour moi cette envie, encore une fois, ça c'est prendre soin de moi. Prendre soin de moi, c'est me connecter avec d'autres familles qui, comme moi, ne rentrent pas dans les cases, sont hors normes. Et de m'entourer de gens comme ça, de connecter avec des gens comme ça me permet d'offrir à mon fils, quand il grandit, une diversité de paysages. Et une diversité de « Ah oui, il y a tous ces types de familles qui existent. » Et non, une famille, ce n'est pas forcément que un papa et une maman et des enfants. Que ça peut être 2 mamans ou 2 papas, une maman toute seule, un papa tout seul. Parfois, on est élevé par des grands-parents, par une famille d'adoption, par une famille d'accueil, qui a tellement de modalités que mon fils, il n'est pas plus différent que quelqu'un d'autre. C'est juste une modalité parmi d'autres. Et ça, mais ce cadeau d'aller à la rencontre de ces gens-là, j'ai échangé avec des hommes qui ont adopté des petites filles au Canada, par exemple, et de pouvoir échanger avec eux, de comprendre leur quotidien de papa. Mais c'est incroyable. C'est une richesse à moi-même et un cadeau à moi-même, mais dont je suis infiniment reconnaissante. Et on en est qu'au tout début de notre chemin. Mon fils, il a que 7 mois officiellement cette semaine, et je sais qu'on va rencontrer et on va découvrir des histoires et des gens incroyables autour de nous, de par notre différence, et ça c'est un cadeau mais le plus précieux qu'on puisse avoir. Merci pour ce partage tellement riche et pour la générosité aussi de cette intimité à laquelle tu nous laisses accès aujourd'hui dans ton témoignage. Donc, merci beaucoup. Tu as, je pense, déjà vraiment répondu à ça avec plusieurs éléments. J'avais envie de te questionner quand même sur... en quoi ce métier aujourd'hui que tu exerces, ce métier de doula prend soin de toi? Alors, tu nous as déjà évoqué le fait que tu te sens dans le flow à chaque fois de A à Z dans cet accompagnement à la parentalité. Et en plus, là, tu viens de nous évoquer qu'en plus, ça t'apporte et ça prend soin de toi, de ta situation monoparentale avec ton fils. Parce que tu vois, j'entendais encore reliance, ça te relie à aussi toutes ces autres familles et tous ces autres schémas familiaux qui sont dits hors normes et donc ça vient te nourrir. Et en même temps, tu parlais de ton projet et je sais aussi qu'à travers tes accompagnements, tu proposes justement une très très grande ouverture à tout type de parentalité. Donc ça vient aussi finalement nourrir d'autres couples ou d'autres parents aussi solos qui auraient besoin de toi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, tu vois, que tu as envie d'ajouter à ça qui fait que être doula, ça prend soin de toi aujourd'hui? Écoute, j'ai la chance, en France, le métier de doula, il est encore très peu connu.
On commence à en entendre parler dans certains milieux, il y a des femmes qui s'y intéressent, il y a un peu une petite explosion de tout ce genre d'approche-là, mais on en est vraiment qu'aux prémices. On en est vraiment, vraiment qu'aux prémices. Et moi, pour avoir travaillé en Australie, où c'est un pays où, encore une fois, le métier de doula, comme aux États-Unis, est quand même beaucoup plus utilisé, beaucoup plus commun, j'ai eu la chance de travailler sur des missions, mais incroyables. Donc, j'ai travaillé comme doula alors de façon privée, on va dire, avec mes propres clients, donc des clients qui m'embauchent et que j'accompagne. Moi, j'ai toujours ouvert, j'ai une page spéciale sur mon site internet qui était extrêmement important pour moi, de rappeler que, en particulier, j'ai envie de soutenir les gens pour qui c'est aussi difficile, en fait. Et que des gens, soit qui ont des chemins de fertilité qui sont très difficiles, pour y avoir touché du bout du doigt, pour avoir une certaine compréhension de ce que ça peut être ce chemin émotionnel, de pouvoir accompagner ces femmes-là. Je me suis formée aussi dans le deuil périnatal, qui est quand même un événement absolument, l'événement le plus difficile qu'un couple puisse vivre, qu'une famille, que des parents puissent vivre. Et qu'il n'y a pas un autre moment plus important où le rôle d'une doula est le plus précieux, c'est bien lors d'un deuil périnatal. Parce que tout s'écroule autour de nous et la doula, elle est là pour soutenir, pour accompagner, elle est celle qui prend soin d'eux. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de moment plus important que celui-là. Mais aussi pour toutes les familles, la communauté LGBT, on sait que leur accès aux soins est plus difficile que pour un couple hétérosexuel, cisgenre. On sait que c'est plus facile pour eux de rentrer dans un système hospitalier. On sait qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, un manque de formation, un manque de vocabulaire approprié, et que du coup, pour ces familles, soit des familles transgenres, soit des familles homoparentales, le chemin peut être très difficile. Et en aucun cas, je ne suis une experte de ces sujets-là, mais j'ai essayé le plus possible de m'informer, de lire, de comprendre, pour essayer de les accompagner au mieux, en continuant à faire des erreurs parce qu'on apprend tous les jours et qu'il est important de toujours se remettre en question et d'interroger les personnes elles-mêmes sur ce qui est adapté ou pas. Mais ça, c'est un cadeau immense aussi de pouvoir travailler avec ces personnes-là et moi de pouvoir aussi leur offrir mon accompagnement de toutes les façons dont je peux. Et dans mon expérience de doula, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des familles à risque dans un contexte social, avec des mères adolescentes, avec des gens qui étaient en situation de violence domestique. Et toutes ces situations-là, on apprend tellement sur soi, mais on donne aussi de soi. On donne de soi, on donne de son temps, on donne de son énergie. Mais en général, ça vient toujours, ça revient vers nous. Et en fait, ça nous apprend des choses sur soi-même. Et parfois, c'est des grosses baffes. Parfois, on arrive, on croit qu'on va être Robin des Bois et qu'on va venir sauver tout le monde. Et puis, en fait, on se prend une grosse claque et on se rend compte que les gens n'ont pas besoin de nous et qu'on ne peut pas, en fait. On ne peut pas changer le destin d'une jeune fille qui est tombée enceinte à 14 ans et qui a eu une vie traumatique. Et du coup, ça apprend l'humilité. Donc, ça, c'est des cadeaux incroyables. Donc, je pense que c'est de toutes ces façons-là où j'essaye, moi, de redonner aux autres à travers mon métier. Et puis, tout simplement, tous les couples au quotidien et toutes les difficultés qui sont classiques d'accueillir un enfant. Je veux dire, les dépressions postpartum, on le sait, c'est quelque chose de courant et qui arrive souvent et c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça arrive. Et d'avoir une doula dans sa vie quand on traverse ça, ça peut soulager un peu et ça peut apporter un peu d'aide. Et du coup, de pouvoir offrir ça, toi, à l'extérieur, aux autres, ça vient te nourrir, ça vient prendre soin de toi au quotidien. Et j'entends aussi beaucoup à travers tes partages combien c'est un apprentissage, j'aime pas les termes de métier, mais c'est pour simplifier, ce métier, combien ce métier t'apprend en fait tout le temps, tous les jours, à chaque situation, à chaque rencontre. Et que c'est ça aussi qui prend soin de toi. Ouais, absolument. Non, absolument. Ça nous donne une compréhension de soi-même. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Même si parfois, c'est des claques, comme tu disais, et des fois des leçons de vie douloureuses. Oui, je viens de te croire. Ouais. Quelle est aujourd'hui ta définition d'une vie vibrante et vivante? Qu'est-ce que tu poserais comme mot derrière ça?
Écoute, pour moi, alors l'envie que j'ai envie et ce que je vois, dans les années à venir, en tout cas pour moi et comment j'ai envie de vibrer dans ma vie, c'est pour moi une vie en communauté, Mmh. parce que ça peut pas passer autrement que comme ça. Donc pour moi, une vie vibrante, c'est bon, pour moi, en tout cas, c'est d'être en pleine nature, c'est d'être en contact avec les autres et c'est de partager un quotidien avec d'autres personnes. Mmh. Ça encore, c'est une envie que j'avais depuis plusieurs années et même quand j'étais avec mon ex-conjoint, c'était déjà quelque chose qu'on partageait ensemble, cette envie de peut-être de vie en communauté, de créer voilà, une vie en collectivité. Mais encore plus aujourd'hui, d'être seule avec mon fils, j'ai envie de ça aussi. Euh, donc ça, pour moi, ce serait voilà, le rêve de demain et de pouvoir offrir une vie à mon fils où justement on n'est pas bloqué dans des cases et de pouvoir lui offrir une liberté de perspective qu'on n'a pas toujours quand on est Tout seul. dans un train-train quotidien et coincé avec Mmh. aussi des schémas de pensée qui ne nous offrent pas cette liberté. Donc je pense que pour moi, une vie vibrante, c'est aussi une vie où on s'autorise à prendre des choix qui parfois sont hors normes et Mmh. sortent un peu des cases, mais en tout cas qui nous correspondent mieux et qui nous permettent de revenir sur le chemin qu'on sent tous au fond de nous. Ouais, ouais. OK. Donc vraiment se faire le cadeau Mm. de sortir des normes, d'aller chercher ce qui vraiment te Ouais, correspond et absolument. et cette vie en nature, cette vie, Mm. en reliance aux autres Ouais, et à la absolument. nature. OK. Est-ce que, alors j'ai toujours pas trouvé de bons termes pour cette question, mais tu comprendras aussi l'intention. Est-ce que tu aurais un conseil ou un partage, quelque chose que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, pour prendre soin d'elles, pour vibrer aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, que tu as envie de déposer ici, en fait? Ouais. Écoute, je pense que moi, une des plus grandes leçons, c'est que parfois, on peut traverser une épreuve extrêmement difficile. Et moi, je suis quelqu'un de spirituel, où je crois en une force plus grande que nous. Et même petite, j'étais pas, j'ai grandi avec des parents athées, donc j'avais un côté très cartésienne, mais je disais toujours: «Ah moi j'ai une bonne étoile». Mmh. Je disais toujours: «Moi j'ai une bonne étoile, qui veille sur moi». Et ces dernières années, j'ai traversé des grosses épreuves, j'ai eu des moments où je me suis dit: «Mais ma bonne étoile, elle est partie là, elle m'a complètement abandonnée». Et j'ai vraiment eu une perte de confiance totale, que l'univers n'était plus là pour me soutenir en fait, que j'avais plus du tout de guidance et qu'on faisait que me rajouter des couches et des couches pour m'ensevelir quoi. Et en même temps que j'avais cette impression-là, j'étais consciente que quand je sortirais de cet ouragan, de l'autre côté, il y aurait des réponses. Mmh. Et il y a des gens qui vivent des choses qui sont inqualifiables dans leur vie. Mmh. Et je trouve que c'est parfois impossible de mettre du sens sur ce qu'on peut vivre. Mais il y a certains événements où, avec le recul, même si enfin, ça nous a appris quelque chose de soi-même. Et ça nous a parfois aidé à prendre conscience d'une ressource qu'on ne savait pas qu'on avait. Mmh. Et je sais pas, je trouve ça difficile de dire ça et d'en faire un peu une généralité, de dire toutes les épreuves qu'on traverse, c'est pour une raison et vont nous apprendre quelque chose, parce que quand on voit ce que certaines personnes vivent, je ne sais pas si on peut toujours Mmh. vraiment le comprendre comme ça, et je comprends que ce soit très difficile de l'envisager. Mais en tout cas, je pense que certaines épreuves, vraiment, on peut en ressortir de l'autre côté et il peut y avoir des éléments de réponse, de compréhension, que ce soit sur soi-même, sur nos générations qui sont passées avant nous, euh, sur ce qu'on porte en nous, sur notre histoire familiale, sur plein de choses. Mais il y a toujours un élément de réponse ou une clé de compréhension quelque part. Et que du coup, même quand on traverse ces gros ouragans, d'essayer de bien s'accrocher à la petite planche qui flotte au-dessus et de se dire qu'il y a un moment donné où on va voir une éclaircie et on va un peu comprendre. Et que moi, à l'époque, je me suis sentie complètement poussée de tous les côtés. Mais là, avec le recul, en fait, je vois que tout ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai traversées, en fait, ça m'a emmenée à qui je suis aujourd'hui et à où je suis aujourd'hui. Et merci en fait pour ces épreuves de m'avoir donné ces compréhensions, cette force ou ces clés de compréhension de moi-même et des autres. Donc voilà, de ne pas perdre espoir quand on traverse des moments difficiles. Ouais. Patience, avoir confiance, il y aura
des éléments, des clés, des petits cadeaux ou des grands cadeaux derrière. Ok. Est-ce que en ce moment, tu as une chanson qui te fait vibrer, que tu aurais envie de nous partager? Ouais, absolument. Alors, je vous recommande, alors ça s'appelle Too High, donc Too en anglais comme le chiffre 2 et High. Et le groupe, enfin les artistes s'appellent Moon Taxi. Et je vous recommande la version acoustique parce que c'est vraiment moi celle qui me fait vibrer toutes mes petites cellules. Je l'écoutais avant que mon fils soit né. Je l'ai écouté, j'ai dansé dessus pendant mon accouchement. Voilà, j'ai accueilli mon fils à la maison entouré de ma tribu de femmes. J'ai dansé sur cette chanson pendant sa naissance et aujourd'hui encore, je le berce ou je le réveille le matin avec cette chanson et elle me donne une pêche et une énergie incroyable. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Magique, ça m'a fait des frissons partout, je vais aller l'écouter. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, écoute, comme tout le monde, hein, j'ai pris possession d'Instagram aussi. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom, c'est Feeling Yoga Birth. Voilà, Feeling Yoga Birth. Vous pouvez aussi me trouver avec mon nom, tout simplement, Amélie Patrux. Je suis aussi présente sur Facebook et j'ai un site internet. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez me retrouver. Ouais, et puis bien sûr, tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode si vous voulez y accéder directement. Notre épisode touche à sa fin. Je suis à la fois toute émue et toute vibrante vraiment de ce que tu as déposé, de cet échange très très riche qui, je l'espère, va toucher le cœur des personnes qui auront besoin d'entendre ton partage. Et merci pour vraiment ta confiance et la générosité de tes mots et de tes partages aujourd'hui, Maloute. Et vraiment un grand merci. Et je laisse nos chers auditeurs aller découvrir ce que tu proposes si tu as fait vibrer leur cœur. Merci à toi de nous donner cette opportunité aussi. Et vraiment, je le perçois comme quelque chose d'hyper positif. Ce podcast est vraiment quelque chose d'inspirant. Et j'espère moi aussi, quand je l'écouterai tes autres invités, nous donnera aussi plein de belles leçons de vie et plein de belles clés aussi de tous ces chemins différents et si divers. Donc, merci pour nous laisser cette place. Merci à toi. Bisous. À bientôt. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.